Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour à toi Bastien, bienvenue sur le podcast Le Corner. Cyril, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien et merci beaucoup pour cette opportunité, ça me fait très plaisir d'être ici. Aujourd'hui, je reçois Camille Hurly. Merci pour ton invitation, je suis ravie de pouvoir un peu partager quelques idées et mon expérience. Et Adrien, juste pour nos auditeurs, comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, le soleil brille ici à Aigle en Suisse, les montagnes sont enneigées, tout va bien. Je suis Caroline Flessier, je suis directrice générale de la Fédération française de tennis. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial puisqu'on reçoit l'équipe Ballon Main Corps. Salut Sam, salut à tous, salut à mes gars. Alors William, c'est marrant parce qu'on a attendu 2 ans avant de tourner un podcast ensemble à peu près. Alors oui, effectivement, on va aller sur le format de compétition, mais avant, et tu l'as dit plusieurs fois là dans cette description, le but c'est de voir ce qui fait varier la valeur des droits. Moi, j'ai une question sur le mot valeur. On parle d'une valeur uniquement financière ou autre ? Parce que j'imagine que vous pouvez vous comparer à d'autres grandes compétitions ou grands événements dans le monde, mais avec des modèles différents. Je vais citer la NBA, par exemple, la NFL, etc. Mmh. C'est des modèles qui sont différents, on va pouvoir aussi en parler. Varier la valeur, c'est quoi varier la valeur ? Au-delà du financier qui est une évidence, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prises en compte ? Là, quand je parle de valeur, non, je faisais référence directement à la valeur économique. Alors, si je peux dire, il y a peut-être une distinction à faire. Il y a la valeur théorique, parce qu'évidemment, quand tu travailles, quand tu es en 2019 et que tu es en train de travailler sur des projections pour 2024, 2027, t'es pas capable de dire exactement combien les droits vont se vendre. Donc, tu travailles sur une variation théorique de la valeur, tu dis si tu ajoutes 2 semaines de compétition, voilà ce qu'on peut attendre, sauf que peut-être qu'en 2024, le monde des médias aura complètement changé, en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses, donc tout le travail en amont, il est sur une valeur qui est assez théorique, et puis après, plus tu t'approches de la vente, et là, ça devient plutôt le travail des vendeurs de faire des vraies projections en fonction des retours qu'ils ont du marché, plus tu te rapproches d'une vraie valeur, enfin de ce qui va devenir les revenus finalement de l'UEFA pour les compétitions. Non, peut-être que ce que tu voulais, ce à quoi tu faisais référence, c'était on parle parfois de notamment quand tu fais l'appel d'offres sur les droits télé, il y a plusieurs choses qui peuvent être regardées quand tu reçois les offres. La première, c'est le montant des droits. Donc, quand Canal+ met un montant dans l'enveloppe, c'est évidemment la première chose qu'on regarde, combien ils sont prêts à payer pour tel ou tel lot. Ensuite, il y a évidemment l'exposition qu'ils sont prêts à donner. Donc, sur quelle chaîne est-ce qu'ils vont diffuser les matchs, combien ils ont d'abonnés, évidemment, si c'est une chaîne payante, si c'est une chaîne gratuite, là on bascule vers un modèle qui est assez différent, avec certainement moins de valeur côté droit télé, mais plus de valeur dans le sens d'une diffusion plus large. Et puis il y a un troisième critère qui nous intéresse peut-être pas aujourd'hui, mais qui est, on en a beaucoup parlé en France ces dernières années, mais qui est la sécurité financière, qui rentre aussi au compte. Il faut pas que n'importe qui déboule avec une promesse de donner 300 millions et incapable de tenir cette promesse 2 ans plus tard. Mais la façon dont on a abordé la question de la valeur, c'est un petit peu lié à la façon dont Team travaille avec l'UEFA. Il se trouve que Team renouvelle son contrat tous les 3 ans, et donc n'a pas vraiment la possibilité de travailler sur une vision à long terme. Alors ça n'a pas toujours été le cas, et c'est un sujet qui est bien connu et dont l'UEFA et Team discutent assez souvent. Mais la conséquence de ça, c'est que tu peux un peu que te concentrer sur la valeur des droits, la valeur au sens de combien tu vas générer de revenus pour les 3 ans qui viennent. Et je dis ça parce que une autre façon de faire, ça pourrait être de prioriser l'exposition.
Donc, par exemple, mettre des matchs sur une chaîne gratuite qui va te payer peut-être moins, mais tu sais que plus de monde vont voir tes matchs. Déjà, ça va pouvoir éventuellement faire grossir la valeur côté sponsoring. Et surtout, sur le long terme, tu te dis, tu vas éviter de perdre des fans, tu vas peut-être même recruter des nouveaux fans parce que de plus en plus de gens vont voir tes compétitions et plus tard, tes droits vaudront plus cher. C'est effectivement, ça fait partie des questions qu'on abordait assez souvent. Mais si je dois résumer très simplement, le fait qu'on travaille que sur des cycles de 3 ans, avec un renouvellement du contrat comme ça sur des cycles assez courts, faisait qu'on devait prioriser la valeur immédiate, c'est-à-dire le montant des droits télé. Camille, tu es CRM et Digital Marketing Officer, mais avant qu'on jump là-dessus et sur le Stade Français, tu nous avais parlé d'un partenariat avec FanXP. Je sais pas, c'est lié en fait à votre logiciel de billetterie. Je sais pas si tu veux un peu en parler comme un use case ou autre, ou s'il y avait eu des pain points particuliers, ou si c'est quelque chose qui a été miraculeux chez vous ou autre. Je connais pas spécialement cette solution ou autre, mais le nom je sais peut pas si tu voulais. la confusion, Ouais. mais FanXP fait partie du groupe DT Consulting, qui est notre logiciel de billetterie. DT, je pense que je peux en parler pendant longtemps. J'ai eu l'occasion de le tester quand ils sont arrivés au PSG à l'époque. Et ce qui me permet de dire que vu le nombre de logiciels qu'on a testé, celui-là est vraiment très fort. Et n'avait pas jusqu'ici, faisait que du back-office en fait de billetterie, avait développé d'autres parties avec lesquelles on travaille également sur la gestion des flux financiers. Et vient de lancer en fait son front office de vente depuis peu. Je crois que ça doit faire 2 ans si je dis pas de bêtises. Je me ferai taper sur les doigts si jamais c'est une erreur. Mais pour nous, ça devenait en fait logique d'avoir le full package CGE pour éviter déjà entre guillemets encore un intermédiaire, puisqu'on avait la solution de paiement, puis derrière un autre front office. Ça limite aussi les échanges et ça fluidifie complètement les choses. Après, grâce à FanXP, on a un site beaucoup plus fluide, beaucoup plus moderne. On a une présentation différente des offres billetterie et des différents tarifs pour simplifier au possible en fait le parcours client. L'objectif, c'est vraiment qu'en moins de 5 minutes, quelqu'un qui sait qu'il veut aller voir Stade Français Paris UBB, il va cliquer sur la vignette grand public, il veut une place plein tarif, 2 places enfants, il arrive sur le plan, il sélectionne ses places et hop, il passe au moyen de paiement derrière. S'il veut se ralentir un peu de temps, on a un super plan 3D qu'on vient de mettre en place aussi avec des avatars tout juste. Donc en fait, tu as une simulation quasi réelle de ce que tu vas voir le jour du match. Ok, tu vois direct. Voilà, FanXP a vraiment permis de simplifier un peu le flux de données, on va dire, entre le front et le back-office, puisque maintenant les deux sont presque la même chose, la même personne. Donc, on l'a lancé en décembre. Pour le moment, pas de plainte, tout va bien. Les clients, je les ai prévenus pour certains qu'on allait avoir un super nouveau site billetterie qui fonctionne. Donc voilà, non, il n'y a pas de... Oui, sur la fan expérience, on va dire digitale, mais il n'y a pas de... Ouais. C'est rien de plus qu'un super front office de billetterie. Ok, d'accord. Et du coup, là-dessus, si toi, par rapport, j'étais juste en train de réfléchir à autre chose par rapport à, d'une manière générale, le digital et la fan expérience, vu que les gens s'appellent, le plug s'appelle FanXP pour tes consulting et tout, j'étais en train de me dire, si tu dois un peu réfléchir à l'avenir, peut-être court terme et moyen terme, tu vois, mais te dire, c'est quoi les prochaines choses qui vont changer dans la billetterie ou autour du fan engagement, alors sans aller sur les NFT et tous les trucs forcément comme ça sur du Web3 ou du Metaverse. Faisons d'abord ce qui doit être bien fait aujourd'hui dans les organismes sportifs. Mais c'est quoi pour toi à court terme et moyen terme les principaux enjeux ou les gros milestones un peu à atteindre et à avoir en tête? Je pense que mon activité, pour moi, elle est fortement liée à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire vraiment notre objectif à nous, et l'un de nos enjeux, c'est de répondre et de toujours placer le client en fait au cœur de toutes les communications et de tout ce qu'on peut mettre en place. L'enjeu principal pour nous en ce moment, c'est vraiment d'arriver à continuer de développer un peu cette connaissance de nos clients, l'étudier au
au mieux pour pouvoir derrière pousser des offres qui sont adaptées aux besoins de chacun. Les envies changent. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes consommateurs d'époque où on avait juste les quelques badauds qui prenaient de la billetterie sèche et derrière les aficionados qui étaient les abonnés à l'année. On a bien compris aujourd'hui qu'en fonction des rencontres, des horaires des matchs, on n'avait pas le même public. Il faut qu'on soit en capacité en fait de proposer des offres vraiment adaptées. Donc pour moi, l'avenir de la billetterie, c'est de pouvoir segmenter et d'avoir peut-être pas non plus un panel d'offres trop élevé parce qu'après on risque de perdre un peu les futurs clients, mais d'avoir une bonne base ciblée en fonction des attentes de nos clients. Et après, de leur parler, de les accompagner. Pour moi, le futur, je le vois comme on sait quand tu t'approches de Jean-Bouin et on t'accompagne à partir du moment où tu as acheté ton billet jusqu'au jour du match. On te met un peu dans l'ambiance, on te raconte un peu ce qui va se passer. Et à partir du moment où tu es aux abords du stade et que tu vas valider ton billet, tu as ton message de bienvenue à Jean-Bouin. On t'accompagne parce qu'on sait que tu es un amateur de hot dog. On te redirige vers le food truck en tribune Parc des Princes pour que tu ailles goûter les spécialités. Qu'on te pousse vraiment des choses, peut-être même avant même que tu en aies envie, mais des choses qui seraient pas loin en fait de tes envies. Sans qu'on soit dans un marketing de masse. Sans intrusif, quoi. Ouais. Voilà, sans être intrusif, mais plutôt, on va dire, avoir cette espèce d'intelligence artificielle qui te permet de calculer un peu quelles sont tes envies, sans qu'on te matraque. Moi, bombarder mes bases d'emails au quotidien, je trouve que c'est inutile. Mieux vaut communiquer un peu moins, mais mieux. Et tu le vois au niveau des chiffres, ça marchera mieux que envoyer à 200 000 contacts ton offre pour SFP UBB. Tu feras moins de ventes que quand tu segmentes, ça c'est sûr. Ouais, alors Adrien de Chevenier, j'ai 39 ans, je suis l'heureux papa de 2 enfants et je suis en charge de tout ce qui est digital pour l'Union cycliste internationale, donc l'organisation fêtière du vélo depuis maintenant 4 ans. Et donc un défi aussi pour toi, j'imagine, dans le digital, parce que il faut mettre des outils à disposition qui visent un public et une tranche d'âge un peu plus large. Alors après, c'est un constat qui est peut-être un petit peu plus vrai sur certaines disciplines que d'autres. Notamment, je repense à l'espèce d'image qu'on se fait tous du Tour de France où c'est ton grand-père qui t'emmène au bord des routes pour venir regarder l'épreuve. Et puis c'est aussi comme ça que je l'ai découvert. C'était chez ma grand-mère en Haute-Savoie à regarder passer le Tour. C'est comme ça que j'ai été un peu pour la première fois de ma vie confronté au vélo sportif, en tout cas pro. Concrètement, c'est un sport qui devient de plus en plus technique, c'est un sport qui devient de plus en plus graphique, parce que là encore une fois, je parlais de la route, mais tu prends le downhill en mountain bike, c'est juste un sport incroyable. Et je peux te dire qu'en ayant été au jet dans le bowl d'arrivée quand Loïc Bruni franchit la ligne et que t'as 3 Français sur le podium, que honnêtement, je sais toujours pas comment on a réussi à survivre par rapport à la déferlante de personnes qu'on a vu sauter les barrières, arriver jusqu'au podium et ainsi de suite. C'était juste impressionnant et il y avait pas beaucoup de personnes, on va dire, de plus de 35 ans. C'était vraiment des jeunes shootés à l'adrénaline, qui idolâtrent les Amaury Pierron, les Loïc Bruni, encore une fois, les Greg Minard, tous les grands athlètes que tu peux avoir sur le downhill. Et honnêtement, là pour le coup, tu sais qu'il faut que tu ailles à 100% sur le digital parce que c'est comme ça que tu réussiras à te mettre en lien avec ses fans. Après, le sport plus classique, plus traditionnel de la route ou de la piste, il y a énormément de choses qu'on peut faire et qu'on est en train de faire pour essayer de les dynamiser, de les rajeunir. Là, je pense notamment pour la piste, qui est une des disciplines olympiques phares sur les Jeux d'été. On a monté en partenariat avec Discovery la UCI Track Champions League, où tu as un roster spécifique d'athlètes à la fois endurance et sprint qui s'affrontent sur des formats très très simples et très très compréhensibles. C'est un produit qui a été pensé pour la télé, c'est un produit qui a été pensé pour le digital, tu as des panneaux LED partout, enfin c'est juste hallucinant tout ce qui a pu être mis en place sur cette partie-là, et tu te rends compte que ne serait-ce que dans les personnes qui sont présentes dans les vélodromes, ça a eu son attrait. Enfin, tu viens voir un show, tu viens pas juste voir des coureurs enchaîner du Keirin, enchaîner de l'Omnium. C'est vraiment... Du coup, ça va avoir un impact sur les disciplines du futur, notamment dans les vélodromes. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a des disciplines qui sont plutôt amenées à
à mourir à petit feu et d'autres qui vont se créer pour justement être plus adaptés au mode de consommation d'aujourd'hui? Honnêtement, mourir à petit feu, je le vois pas forcément parce que nous on voit dans les bassins de licenciés. Bon là, c'est vraiment le métrique qu'on a le plus simple et on voit des choses type le BMX racing qui reste un sport qui peut paraître un peu confidentiel, mais qui a un nombre de pratiquants hallucinant. Nous, on a une semaine avant les championnats du monde, t'as une semaine qu'on appelle le BMX Challenge, où t'as des gens de 6 à plus de 50 ans qui viennent s'affronter sur une piste de BMX. Et quand tu vois l'engouement, c'est 5-6 000 participants sur la semaine. Et pourtant, c'est un truc confidentiel. Ça fait un moment que c'est là. Si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 80 que ça a été lancé. Ça meurt pas du tout. Après, t'as d'autres disciplines qu'on a soit introduit carrément aux Jeux Olympiques, le BMX freestyle. Jusqu'à présent, c'était pas du tout représenté, ou en tout cas, c'était assez underground entre guillemets comme pratique, et ça a attiré pas mal de monde parce qu'on a bénéficié aussi de ce nouvel élan qui a été balancé par le CIO. Et on va lancer de nouveaux trucs. Par exemple, il y a une discipline qui nous titille à mort, ça s'appelle le snowbike. C'est du downhill sur la neige, c'est assez fou comme discipline. Donc là, on est en train de regarder pour structurer un peu, faire une Coupe du Monde, un calendrier et ainsi de suite. Mais tu te rends compte que tu as des pratiques incroyables qui peuvent émerger sans pour autant que ça ait un impact ou que d'autres soient délaissés, quoi. Ok, bon, faudra quand même que tu m'expliques un jour les règles du Madison parce que j'ai beau suivre. Ah ouais, non mais écoute, il y a trop de cyclistes qui sont en train de rien faire sur le vélodrome, j'arrive pas à suivre. Alors écoute, on se formera tous les deux au cycle ball si tu veux, mais Madison, je pense qu'on n'est pas prêt. Très bien. Écoute, moi, ça m'amène sur une autre question. On a parlé beaucoup de la pratique au global, etc. Maintenant, des compétitions. Donc, tu retournes un petit peu sur l'aspect sportif et tu as quand même insisté pas mal de fois que c'était quand même important et aussi le cœur de ton métier. Aujourd'hui, la structuration, donc vous êtes organisateur d'événements, c'est ça? Votre rôle ensuite, entre autres, et votre rôle derrière, c'est quoi du coup? C'est de mettre à disposition les résultats. C'est quoi le spectre exactement de l'activité du UCI sur les championnats du monde? En fait, nous, alors, si tu prends les missions de l'UCI, il y en a en gros 4-5 qui sont vraiment essentielles. Donc nous, la mission, en tout cas l'ambition principale, c'est de promouvoir le vélo sous toutes ses formes auprès de toutes les. Bon, ça, on est déjà pas mal revenu dessus. Nous, globalement, c'est gérer et promouvoir le cyclisme en tant que sport, mais sport de compétition, donc dans les disciplines qui sont dans les 10 disciplines qu'on a, c'est assurer. Donc il y a cet aspect organisationnel, réglementaire et ainsi de suite. Ensuite, tu as effectivement les championnats du monde. T'as les coupes du monde du CI et d'autres séries qu'on a pu en tout cas aider à structurer. Je pense au World Tour, au Women's World Tour et ainsi de suite. Et ça, c'est encore une fois à travers l'ensemble des disciplines. Donc on a parfois effectivement un mandat d'organisateur de compétition, en tout cas détenteur de droits par rapport à certaines compétitions. Comme je l'ai dit aussi, on a beaucoup en tout cas de volonté pour développer le cyclisme via des programmes de solidarité, via un réseau international de centres d'entraînement, de formation. Donc, on en a parlé brièvement ici dans nos locaux à l'UCI. C'est assez sympa parce qu'en fait, c'est pas les locaux de l'UCI à la base, mais c'est les locaux du Centre mondial du cyclisme que l'UCI occupe en partie. Donc on a un vélodrome chez nous. Donc je sors, prends mon café de mon bureau, je vois des athlètes sur la piste en train de tourner. Je tourne la tête par la fenêtre, je vois une piste de BMX, j'ai une piste de pump track. Je vais de l'autre côté. Alors BMX, on a des initiations. Simplement, je dois avouer que alors, je sais pas si c'est mon courage ou ma peur, ont fait que j'ai préféré pas tenter l'aventure, surtout qu'on a des histoires justement de phases de découverte des salariés de l'UCI qui ont pas forcément bien terminé, ou en tout cas qui ont fini avec quelques os cassés, on va dire. Mais la piste, oui, on en fait très souvent. On a la chance d'avoir la piste qui nous est ouverte tous les mardis en hiver, donc t'as un certain nombre de membres du staff qui vient rouler. Donc voilà, donc nous on a quand même cette grosse partie de promotion, de solidarité et autres. On en a parlé beaucoup aussi. T'as toute la partie promotion du vélo en tant que pratique sportive saine, que moyen de locomotion, que moyen de désengorger les villes, que moyen de transport durable par rapport à d'autres. Après, on a aussi nos missions qui sont inhérentes à toute notre activité sportive, à savoir garantir l'intégrité du cyclisme, que ce soit via sa gouvernance, via l'équité, l'égalité homme-femme. Donc en fait, on
on a un rôle un peu politique, on a un rôle véritablement institutionnel, on a un rôle de détenteur de droit, on a un rôle de formateur. Donc on fait un peu tout en fait dans le vélo, et c'est ça qui est aussi super chouette. On en revient aux problématiques de création de contenu, de parler de tout et de toutes les disciplines en même temps. Au final, c'est ce qui fait un peu la singularité de notre boulot, c'est qu'on a plein de choses différentes à faire. Alors Bastien, pour ceux qui te connaissent pas, t'es le fondateur et le CEO de Mentalista. Et du coup, dans le sport, enfin si même si c'est peut-être pas autant développé, j'imagine que tu touches à la fois au côté sports performance, donc dans le sens amélioration de la performance physique ou même prévention des blessures, maximisation du potentiel d'un joueur par rapport à une échéance, à un match hyper important. Et tu dois aussi avoir plus sur l'aspect, je dirais, média, cette quête un peu d'hyper personnalisation, enfin, essayer de mieux comprendre le cerveau ou en tout cas à quel moment tu consommes tel ou tel type de contenu et donc pouvoir être en mesure de mieux déceler les envies ou en tout cas l'environnement du cerveau à ce moment-là pour te proposer le contenu adéquat par rapport à l'instant T, quoi. Ouais. Bah ça, c'est exactement les deux use cases qu'on a dans le sport. Le sport, c'est quand même une grosse verticale pour nous parce que la performance, bah, c'est vrai que dans le sport, ça a beaucoup de sens, forcément. Moi, j'ai ces impressions qu'on arrive à une sorte de limite un peu de compréhension du corps, de l'amélioration de la performance physique, et qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse inconnue qui est ce cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cognitif, qu'est-ce qui se passe socialement. Et ça intéresse beaucoup les acteurs du sport quand on échange avec eux. Et je vais donner un exemple très concret parce que on a travaillé avec Alpine l'été dernier pendant le Grand Prix de France, ouais. de Formule 1, et on avait justement ces deux use cases qui étaient présents dans un seul et même projet. Le brief, c'était qu'on devait équiper à la fois les fans dans les gradins d'un dispositif avec une casquette connectée avec notre dispositif pour monitorer l'engagement des fans, et on avait aussi un dispositif qui était équipé sur les mécaniciens dans les paddocks pour mesurer leur performance. Donc ce même dispositif en parallèle. Donc t'avais parallèle. OK, d'accord. OK. Le même dispositif permettait à la fois de comprendre qu'est-ce qui fait réagir les fans et de créer du contenu à partir de ça, de dataviz, de l'engagement pour les fans, et aussi pour les mécaniciens de voir à quel moment il y a des cohérences, il y a du stress, etc. Il en est sorti quoi de ça? En fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que on a produit des dataviz en temps réel, et ça a un peu changé aussi le regard, je pense, que l'équipe avait sur ses équipes, etc. Parce que ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'on imaginait un rejet vraiment des mécaniciens de s'équiper, etc., d'avoir un dispositif en plus qui aurait pu être contraignant. Mais en fin de compte, la première journée, ils ont testé. La deuxième journée, ils allaient voir sur l'ordinateur pour dire alors là, est-ce que je suis performant ou pas? Enfin, tu vois, ils voulaient avoir tout de suite le résultat, le feedback. Et en fin de compte, il y a peut-être un biais qui est que ces mecs-là sont driven par les data et veulent surperformer en permanence et bouffent de la data en permanence pour être sûr de faire en sorte que l'écurie gagne. Donc j'imagine que ça a dû appuyer sur un bon bouton chez eux, quoi. Et du coup, c'est bien la preuve que cette donnée, elle manquait, en fait. Ils en avaient vraiment besoin pour voir cette nouvelle source d'information et qui peut après faire des choix stratégiques, tu vois, permettre de faire des choses stratégiques. Et ça, c'était dans le paddock, donc côté performance, par rapport à une équipe là de F1. Côté fan, c'était quoi? C'était comprendre les émotions ou comment ils réagissaient par rapport aux événements qui arrivaient sur le circuit ou sur ce qui se passait tout simplement dans les gradins, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on synchronisait. Donc, on avait une quarantaine de casquettes connectées dans les gradins avec un panel de personnes qui avaient été sélectionnées par Alpine. Et donc, ils étaient équipés et on monitorait ce qui se passait d'un point de vue physio dans les différents événements un peu marquants, début de la course, l'arrivée dans les paddocks, etc., etc. Et du coup, je sais pas s'il y a si vous pouvez discloser certaines informations ou pas, mais il en est sorti quoi? Pour Alpine, l'enjeu, c'était, bon, j'imagine un peu de comprendre et de voir quels ont été les moments où il y avait le plus grand d'émotion ou à quel moment ça devait intéresser les fans ou en tout cas qu'il y avait une alchimie dans le cerveau qui faisait qu'il se passait quelque chose. J'imagine que le départ, un accident ou des choses comme ça, ou pas du tout, au contraire, il y avait plein d'autres moments qui étaient particulièrement intéressants.
En fait, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Alors après, malgré tout, pour ce qui est de l'engagement, on s'en doute, mais il s'est passé quand même quelque chose pour les fans, parce que ce que j'ai trouvé assez bizarre dans ce projet, c'est que les fans n'avaient pas en temps réel l'information de ce qui se passait, des data viz qu'on faisait. Et malgré tout, ils étaient très impliqués parce qu'ils se sentaient reconnus par la marque et ils avaient envie de partager un peu d'eux, de leurs données avec la marque pour pouvoir mieux comprendre, mieux savoir ce qui se passe. Et pour Alpine, c'était quand même l'occasion d'expérimenter, parce que c'est quelque chose qui était très nouveau, qui avait encore jamais été fait par aucune des écuries, et de mieux comprendre, est-ce que cette donnée, elle peut nous être utile pour mieux comprendre la performance, pour mieux comprendre l'engagement de nos fans, est-ce que ça, qu'est-ce que ça change dans ce sport-là? Et je pense que moi, la next step est la plus importante, c'est le pilote. Il y a déjà des projets qui ont été faits dans ce sens-là, d'équiper des pilotes et de voir ce qui se passe et ce qu'ils sont attentifs. Mais je pense que c'est un peu l'homme clé. Et aujourd'hui, les casques protègent, mais les casques ils pourraient protéger et servir de l'information. Et capturer des données, quoi. C'est ça. Mais pour toi, quand tu dis c'est le pilote, c'est que dans un monde idéal, c'est-à-dire t'as tous les casques de F1 qui sont équipés de Mentalista et tout. Qu'est-ce que tu en sors, toi? Tu en sors quoi comme données clés Moi, je pense que le plus important, c'est l'attention. À la fois l'attention visuelle, le zone de stress, et de réussir à manager son pilote en fonction des données, de ce qui se passe dans son corps, quoi. Et donc, c'est une donnée supplémentaire pour les coachs qui sont en liaison temps réel avec lui pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux lui parler. Sa lucidité, c'est ça. Ouais. Et tu pourrais adapter ton discours ou adapter ta façon de faire ou proposer un changement ou autre parce que tu sens que là, il y a quelque chose qui se passe au niveau neuronal ou en tout cas dans le cerveau, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial puisqu'on reçoit l'équipe Ballon Main Corps. Je pense que aussi Ballon Main Corps, ce qui est important, c'est de démystifier le culte du football. Parce que aujourd'hui, encore plus avec dans l'ère dans laquelle on vit, le football, pour nous, c'est notre passion, mais pour beaucoup, c'est impressionnant. Des fois, on nous pose des questions. Comment c'est dans un vestiaire? C'est comme s'il y avait, c'est un peu comme le côté mystère d'une monarchie, par exemple. Je regardais The Crown et c'est un peu pareil. Non, mais il y a une part de sacré, en fait. Il y a une part de sacré, et aujourd'hui, nous, on peut, à travers Ballon Main Corps, on peut quand même faire entrer les gens dans ce cercle un peu fermé qui fait rêver beaucoup de personnes, et on va le ramener à quelque chose de très simple, de quelque chose de très humain. Voilà pourquoi on a ce genre de discussion comme dit Q et Ricky, à bâton rompu, on est entre potes, on discute pour au final montrer aux commun des mortels que être footballeur, au final, ça peut s'apparenter à comme toi quand tu vas au travail, avec d'autres particularités, c'est sûr, d'autres facteurs, mais fin des fins, c'est des hommes qui vivent leur passion, qui vivent leur métier à un moment donné. Et il faut quand même ramener les choses un peu sur terre. Et nous, on est beaucoup dans la simplicité et on veut vraiment s'écarter de tout ce côté un peu trendy, ce côté qui fait vraiment strasser paillettes. Non, on est des papas, on est des êtres humains comme tout le monde. Voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que d'une manière générale, je trouve que c'est un peu la direction dans laquelle va la société d'une manière générale et que les repères de nos parents ne sont plus du tout les mêmes que les nôtres. Ça veut dire que maintenant, d'une manière générale, il faut savoir s'adresser à tout le monde. Quand tu es footballeur, il faut avoir la capacité et savoir s'adresser aux personnes autour de toi parce que tu sais que ta carrière, c'est pas que le football, il va y avoir un avant, un après. Et c'est un peu la même chose dans le monde dans l'entreprise où tu as un côté, on dit toujours, nous, dans l'accompagnement qu'on a, soit des jeunes, quand on donne des cours dans nos anciennes écoles ou quoi, c'est le côté traite bien tout le monde autour de toi parce que potentiellement ton stagiaire, dans 10 ans, ça sera lui ton boss. Et vice-versa. Et tu as un côté un peu cette réflexion globale. Les gens l'ont pas forcément, ou en tout cas les générations d'avant l'ont pas forcément et ont un peu cette difficulté à pas mettre de barrière entre eux-mêmes, leur poste et les personnes autour d'eux, que ça soit dans une structure différente, que ça soit au sein de la même structure, dans une hiérarchie différente. Et c'est un thème que vous abordez beaucoup là dans ce que vous dites et que vous essayez de transmettre aux enfants en disant il y a du glamour, il y a du pas glamour, avec le respect des anciens que vous abordez beaucoup sur la plupart de votre podcast, mais en disant que le fait d'être à des postes différents ou à des positions différentes ne change pas la nature et le besoin de pouvoir échanger entre les différents pôles. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas ?
Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, on est dans un monde d'information et d'opportunités qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, une carrière de footballeur, c'était très secret et il y avait ce que les journaux pouvaient en dire, basta. Maintenant, on est diamétralement opposés. On a l'impression d'avoir des insights de la part des clubs sur la vie de vestiaire, sur les entraînements, de la part des joueurs sur leur quotidien, sur même leur rémunération, sur leur famille. Et finalement, on est passé nous, on est exactement cette génération qui connecte ces deux mondes, à savoir, on a grandi dans un environnement où tout était très secret, la vérité du vestiaire, tout était très solennel, et puis maintenant, tout est exposé dans une mesure presque incroyable. On en parle souvent sur le podcast, mais des fois, on a l'impression de côtoyer des gens au sein d'un vestiaire, et ensuite de voir des personnes différentes sur les réseaux sociaux, la manière dont ils s'exposent, la manière dont ils gèrent la narrative de leurs réseaux sociaux, par exemple. Donc les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a été un outil qui est extrêmement favorable quand on l'utilise bien, mais qui peut aussi être un petit peu préjudiciable. Et en fait, nous, on partage sans une analyse extra approfondie, sans des recherches extrêmement élaborées, mais on partage un ressenti pour essayer de tout balancer, en fait, de trouver un équilibre entre quand je dis balancer, c'est un pur anglicisme, tout équilibré. Balance it out. Ouais, en plus, bref. Tout équilibré, parce que un des éléments moteurs et fondateurs de la génération 86, c'était d'un petit peu apaiser cette espèce d'excitation, cette espèce presque de violence autour du football et de cette pression de la réussite qui est caractérisée complètement différemment maintenant qu'elle était il y a 20 ans par l'apport des réseaux sociaux, par l'afflux économique. Déjà, nous, il y a 20 ans, on nous disait quand est-ce qu'il va y avoir des transferts à plus de 100 millions de francs, c'est incroyable, ça n'arrivera pas et tout. Maintenant, on est à 300 millions d'euros. C'est quelque chose qui fait que d'évoluer. Et en fait, on essaie d'équilibrer un petit peu tout ça en connectant plusieurs générations et surtout en s'appuyant sur des valeurs authentiques et surtout des valeurs que l'on pense intemporelles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Cyril Lefebvre. Toi, en tant que professionnel du métier, et après je vais te parler aussi en tant que spectateur, tu jalouses le modèle américain où justement ils ont plus de flexibilité qu'en Europe sur justement commencer le set 10 secondes plus tard, adapter un peu la mi-temps au basket ou des choses comme ça. Tu jalouses ce modèle où finalement tu te dis le sport doit rester le théâtre numéro 1 et toi tu dois t'imbriquer autour, ou comment tu vois les choses, mais t'as peut-être deux visions différentes en fonction de ton rôle. J'ai le passionné de sport que je suis, et par passionné, moi j'ai une expérience aux États-Unis parce que j'y ai fait mes études et j'ai pu vivre ça de là-bas. C'est vrai qu'au début, si on y va avec notre œil européen, on est un peu choqué de comment dire, de la manière dont sont présentes les marques, etc. Mais ça fait partie du show à l'américaine que l'on va voir. Moi, je me rappelle les plateaux qu'ils faisaient à la mi-temps de la NBA avec Nokia, où les Shaquille O'Neal prenait son Nokia et disait c'est super le nouveau Nokia machin et tout. On se disait c'est impossible de faire ça en France, c'est fou. Puis les gens vont complètement exploser. Mais aux États-Unis, ça fait partie du show, donc on l'accepte bien. Et puis ils sont hyper forts aussi à bien le mettre en avant, à faire quelque chose, etc. Donc c'est et les franchises, que ce soit le football américain là-bas, le baseball, le hockey, le basket, voilà, ont été construites autour de ça. On sait que ça fait partie du spectacle. Et d'ailleurs, on regarde ces matchs-là, des fois, pas forcément pour la nature du sport en lui-même, mais pour aussi le spectacle que ça offre, parce qu'on sait qu'il va y avoir des belles actions, on sait qu'il va y avoir du showtime, et on va au spectacle. Même quand vous allez voir des matchs aux US, on n'y va pas pour l'ambiance des supporters, non, parce que honnêtement, il n'y a pas d'ambiance comme vous l'avez en Europe, mais on y va pour le spectacle, avec les pop-corn, avec les goodies qu'on va nous balancer dans le public, avec tout d'un coup une superbe action qui va faire le highlight, et puis on sera fier d'être dire qu'on y sera, mais on va pas vraiment suivre le match. Certains passionnés le font, mais pas d'autres. Alors qu'en France, en Europe, c'est complètement le contraire. Donc je pense qu'il y a deux cultures. Publicitairement, c'est vrai que ça nous donnerait beaucoup plus de souplesse dans ce qu'on veut faire. Mais je pense que derrière ça, on a une certaine fierté de vivre le sport tel qu'il est, d'essayer de s'adapter à lui, de créer une histoire où pour l'annonceur qui va venir, il va partager cette émotion, il va partager les hauts et les bas de ce sport, parce que c'est ça qui à la fin déclenche toutes les valeurs que l'on connaît du sport, et qui est un peu ce que l'on essaie de vendre
à nos partenaires. Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que je t'ai complètement noyé Non, une réponse t'as été commerciale? très clair et je réfléchis en même temps, mais je me dis que oui, t'as raison et je pense qu'effectivement il y a un biais culturel. Et à la fois j'étais en train de me dire, parfois on a quand même à apprendre du modèle américain, alors pas dans tout, mais au moins sur le fait de se dire que ce n'est que du sport et que c'est drôle aussi justement d'avoir un mec qui à la mi-temps s'amuse avec un téléphone, comme tu le dis. Faut désacraliser un peu le truc et je pensais notamment au programme maintenant avec Thierry Henry et notamment sur le football et où je trouve qu'ils amènent un ton au UK qui est un petit peu plus léger et je trouve aussi que c'est agréable et ça peut aussi aider les marques à terme à se dire bah en fait on est là pour se divertir avant tout et avoir un ton un peu plus léger. Je suis complètement c'est pas toujours le cas. Parfois on regarde du sport et c'est plus trop léger, ça devient trop sérieux parfois et peut-être que ça peut jouer sur justement les annonceurs, etc. Tu vois comment le futur de ton métier, parce qu'il a beaucoup évolué en 20-30 ans, il va continuer d'évoluer évidemment. Ouais. J'imagine que vous avez en interne et vous parlez déjà de la suite. Il va évoluer comment ton métier? Je sais pas vraiment, et c'est ça qui est à la fois frustrant parce que des fois on a envie d'avoir un peu plus de certitude et le changement c'est bien, mais à un moment donné on aimerait bien que pouvoir se stabiliser, mais on est dans une industrie que ce soit média, sport ou digital qui change très vite, qui bouge dans tous les sens, qui teste, qui des fois ne sait pas encore trop aller. Et c'est ça qui est attirant aussi. Moi, mon métier, quand je disais que j'étais directeur des opérations, souvent quand je vois mes confrères, que ce soit par exemple sur le digital, c'est des gens qui sont très experts dans tous les ad serveurs, tagging, le programmatique, tous ces trucs-là, etc. Moi, je me sens toujours comme un espèce d'amateur là-dedans parce que je suis loin d'être aussi expert que techniquement sur tous ces sujets-là parce que il faut savoir ce que c'est, il faut savoir comment ça fonctionne, mais notre métier derrière est tellement touche à tout et tellement couteau suisse que il faut avoir cette gymnastique et c'est là-dessus que l'on m'attend, c'est plutôt de savoir ce deal-là qui est complexe, qui répond à aucun code, mais que l'on doit diffuser, etc. Comment est-ce qu'on fait? C'est autant de travail technique avec certaines équipes pour faire en sorte que ce soit possible, que de travail de coordination avec d'autres pour que une équipe accepte de nous aider, que d'aller solliciter un collègue au UK par exemple pour lui dire il faut absolument qu'on arrive à me faire ça en place et ah oui toi tu as tes campagnes publicitaires parce que tu vends ça aussi et puis nous Régie Internationale on vient un peu en complément de tout ça et c'est toujours sur des terrains minés qui ne peuvent pas être cadrés où c'est un peu le laisser faire et on espère que ça va arriver. Donc on est un peu des casques bleus, tu vois, en permanence. Et donc le côté gratifiant, c'est que t'as l'impression de travailler pour une cause et d'avoir un peu champ libre pour pouvoir le faire. La frustration, c'est que t'as pas l'impression que t'as le soutien entre guillemets de l'entreprise à avoir fait en sorte que tout peut bien se passer parce que voilà c'est un peu une compétition en interne quelque part, tu vois. Et c'est en cela que c'est parfois usant parce que tu te bats en permanence, mais comme gratifiant parce que ce qu'on fait, je sais pas où ailleurs je pourrais le faire pour l'instant de cette manière-là. Salut Vincent, comment vas-tu? Salut JB, bah écoute ça va très bien et toi? Ça va bien. On a l'habitude de commencer le podcast par une petite présentation de l'invité. Je sais que ça fait quoi? Ça fait 11 ans maintenant que tu es à Sport5. Comment tu vois un peu les choses, toi, par rapport au digital? Est-ce que le digital permet de mieux compenser? Est-ce que ça permet de faire le bridge avec cette perte de Linear TV qui fait vivre encore presque tout l'écosystème sport? Hein, on va pas se mentir, les droits télé, c'est quand même la première manne financière. Ouais. Tu le vois comment, en fait, ce truc de sans opposer Linear TV avec tout ce qui est digital et tout, mais quoi, dans la construction des packages pour maintenir au moins un niveau constant, voire grossir ces packages-là, tu le vois comment, toi, perso? Bah, pour l'instant, clairement, ça remplace pas la valeur qui est générée par les deals classiques TV médias, mais pour l'instant, je pense qu'on est encore dans voilà le digital comme un levier de développement, un levier d'attraction, de renouvellement des audiences. Les réseaux sociaux, c'est
un des leviers, c'est peut-être le premier en début de chaîne, quoi, parce que c'est le truc qui te permet de toucher massivement des gens où qu'ils soient partout sur le globe, et donc de leur montrer ton sport, ton événement, etc. C'est le premier truc. Après, l'expérience a montré, a prouvé qu'on n'est pas propriétaire de ces audiences sur les réseaux sociaux. Donc avoir, je sais pas, 10 millions d'abonnés sur Insta, c'est bien, mais la question après, c'est comment tu arrives à convertir ça, comment tu arrives à fidéliser ça. Et donc ensuite, il faut mettre en place d'autres stratégies, quoi. Donc on est aussi à un moment où je pense qu'on revient aussi aux expériences sur des plateformes propriétaires, sur des sites internet, sur pourquoi pas des applications mobiles, où on va pouvoir travailler plus l'embasement, on va pouvoir travailler la connaissance fan aussi, on va pouvoir proposer des expériences qui vont permettre d'affiner cette connaissance-là, cette segmentation. Et une fois que ce travail est fait, j'ai envie de dire, c'est là où tu peux réfléchir à comment monétiser entre guillemets cette audience-là, parce que déjà t'as acquis une audience qui est suffisamment importante, et en plus tu connais très précisément, très finement cette audience-là, et c'est là où tu peux devenir intéressant pour des sponsors et faire matcher les enjeux, les objectifs de ces sponsors-là avec ton audience, en fait. Mais on va dire, il y a une chaîne de valeur qui est quand même assez longue et assez complexe, et qui prend aussi beaucoup de temps à devenir efficace pour, en bout de chaîne, la partie monétisation, mais qui à date n'est pas encore au niveau de ce qu'on peut obtenir via des deals télé classiques, quoi. Donc c'est quand même un écosystème assez compliqué, qui fait intervenir beaucoup d'expertise, beaucoup d'outils aussi pour tout ça. Et donc ouais, c'est un truc à long terme. Mais en fait, nous, ce qu'on dit à nos interlocuteurs, à nos clients, c'est de toute façon, plus tard vous vous y mettez, plus tard vous allez en cueillir les fruits, quoi. Parce que même maintenant, les taux de croissance sur Facebook, sur Twitter, c'est quasiment mort. Il reste Insta, il reste TikTok, où on peut encore développer des audiences très rapidement, de façon assez folle, quoi. Mais voilà, mais ça aussi, il faut une vraie strat, il faut un vrai contenu et tout. Ouais, aussi, mais même cette espèce d'âge d'or de TikTok, je suis pas persuadé que ça dure encore des années, hein, comme on l'a vu avant sur Facebook, comme on l'a vu avant sur Twitter. Donc c'est un peu le moment où il faut sauter le pas, aller dessus. Mais bon, ça je pense que tout le monde l'a compris. Mais aussi, il faut mettre en place derrière des actions pour valoriser ça et transformer ça sur plus long terme. Mais tu vois, quand tu dis ça, je pense capitaliser en propre, je comprends très bien, tu vois. Mais quand un club comme le Barça, tu regardes le deal avec Spotify, bottom line, ce qu'ils ont dit, c'est, mais en fait, dans votre database, très bien vos engagement numbers sur les réseaux sociaux, mais dans votre database à vous, ce que vous avez, c'est 3 millions, et sur les 3 millions, j'en ai peut-être 2% que je pourrais utiliser. Ça veut dire que j'ai 2% de 3 millions en customer acquisition fois une lifetime value de, je vais dire, $50 ou $150. Ils sont arrivés devant le Barça, ils ont dit, mais le deal, il vaut X. Mais vous enlevez déjà 2 zéros par rapport à ce que vous voulez. Mais tu vois, c'est le Barça. C'est un des clubs les plus, on va dire, avancés. Donc, tu vois, dans ce que tu dis, j'ai cité DAZN, je pense aussi à des OneFootball qui ont créé un peu cette chaîne de valeur et qui essayent d'avoir cette propriété en aidant les clubs ou les ayants droit. Tu penses que c'est vraiment quelque chose de faisable, ou est-ce qu'il y aura un écosystème vraiment purement qui viendra du sport, ou des alliés pour aider les ayants droit? Parce qu'in fine, c'est ce que tu dis, c'est comment t'en bases, comment t'as ton first party data ou même ton zero party data aujourd'hui, comment tu connais mieux et comment tu changes tes services et tu monétises derrière. Mais ça paraît hyper complexe sur la chaîne de valeur, hein, tel que tu le décris là, quoi. Ouais, je pense que ça allait, et puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le niveau de maturité sur le digital des marques, des sponsors, et encore plus quand tu as un Spotify avant qui, du coup, c'est littéralement créé sur le digital. Ils vont beaucoup plus être challengeants sur ces sujets-là. Il y a encore quelques années, on pouvait juste dans une presse mettre, on a 500 000 fans sur tel réseau social, et ça passait. Sauf que maintenant, on te demande un peu plus. Donc, ok, 500 000, mais c'est quoi votre reach effectif sur des contenus? Après, oui, ok, mais qu'est-ce que c'est votre taux d'engagement aussi? C'est quoi votre taux d'engagement par rapport à d'autres clubs, etc. Et du coup, les sponsors sont beaucoup plus picky, beaucoup plus challengeants sur ces points-là. Donc il faut avoir les armes faut avoir mis en place les actions déjà pour avoir les bons KPI
qui sont suffisamment convaincants. Et il faut aussi les outils pour être capable de sortir ces données-là et arriver à répondre à ces challenges. Mais ouais, je suis d'accord que c'est quand même assez complexe, quoi. Et tu as Mais beau demain, être t'es le chief Barça digital officer d'un club. C'est quoi ta strat? Je te donne les clés du camion de Barça ou l'OL ou autre, tu vois, mais tu me dis, tu fais deux choses. Tu vas à la fois sur TikTok, Insta pour créer cet engouement parce que tu as besoin de montrer ces taux d'engagement, de créer tes communautés de demain, tout ça. Et en parallèle, tu investis sur tes propres apps en interne pour justement te dire, OK, comment je drive ce trafic de tel réseau social ou de telle plateforme à mon app ou à mon store ou à ma merch, mon e-commerce plateforme. C'est quoi, enfin, c'est quoi pour toi, si t'as un peu les clés du camion comme ça, même rapidement, tu vois, c'est de mener les deux de front en te préparant un peu à l'avenir. Si tu te dis que les réseaux sociaux demain, ils engagent moins ou que t'as moins cette croissance qui arrive. Ouais, je pense parce que les réseaux sociaux, c'est évidemment un truc que tu dois traiter pour faire du reach massif, mais c'est assez fragile. Tu vois même avec l'histoire de Twitter en ce moment, hein, on ne sait pas combien de temps la plateforme va tenir en place. C'est de plus en plus cata ce qui est fait par Musk dessus. Donc voilà, c'est aussi une preuve en plus que tu peux pas baser toute ta stratégie sur ces plateformes-là qui pourtant ont fait énormément pour le sport, qui ont fait énormément pour notre industrie avant, et que du coup il faut préparer le coup d'après. Effectivement, ouais, proposer des expériences différenciantes, exclusives à tes fans sur tes plateformes propriétaires où tu peux maîtriser tout ça. Mais même ça, c'est quand même assez compliqué parce que bon, moi je suis supporter de l'OM, voilà, j'ai l'appli, mais je vais quasiment jamais dessus, je vais jamais sur le site internet non plus. Je suis le club sur les réseaux sociaux et donc de temps en temps, je suis exposé à un contenu, à une vidéo, un truc et c'est cool, je like, etc. Mais je suis pas, et pourtant j'adore ce club, hein, mais pourtant je suis pas non plus au point où je vais aller sur l'appli tous les jours pour lire des articles que je pourrais lire ailleurs ou qui vont être un peu entre guillemets quelque chose de hyper neutre, sans prise de parti, etc. Et en fait, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Du coup, c'est en tant que club, comment tu incites tes fans à venir consommer des expériences, du contenu sur tes propres plateformes. Et c'est un truc qui est pas simple à trouver, quoi. Caroline, enchantée. La FFT est une fédération, mais est aussi finalement une marque, à partir du moment où elle a un logo et une identité visuelle. Roland Garros est aussi une marque. Quel est finalement le futur pour notamment la marque Roland Garros? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit, alors je vais faire des grosses comparaisons, mais quand on voit la NBA qui est capable d'exporter des produits et licencier ces produits partout à travers le monde, est-ce que ça serait une volonté pour Roland Garros de faire ça et même peut-être de licencier des tournois ou autre chose à terme à l'international pour internationaliser la marque? Oui, déjà aujourd'hui, donc par exemple, on organise les e-series en fait. Ouais. En fait, on organise des choses avec la marque Roland Garros un petit peu partout dans le monde. Donc ça, c'est des choses qu'on fait et qu'on continuera de faire. Est-ce qu'on a intérêt à continuer de développer cette marque? Forcément, en fait, c'est une marque prestigieuse, c'est une marque qui représente un grand chelem. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde économique, en fait, les grands chelems sont des moments clés dans l'année. C'est des moments où finalement toute le monde entier qui aime le tennis se retrouve à un même endroit, à une même période. Donc c'est 4 moments clés, on a 4 grands chelems dans l'année. C'est un moment clé et on a la chance et on a le privilège en fait de prendre charge de ces tournois et de pouvoir exploiter cette marque. Donc évidemment, on a pas mal de leviers en fait de croissance. Après, notre enjeu, c'est de garder cette marque et de continuer de la développer sans la dévaloriser. Donc, c'est vraiment notre enjeu et c'est de trouver des choses qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent aussi à notre empreinte et notre ambition de développement. Aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment, Roland Garros, c'est une expérience avant tout. C'est une expérience pour nos spectateurs. C'est une expérience pour nos fans qui nous regardent à la télé. C'est une expérience pour nos joueurs aussi, pour nos salariés, pour tous les prestataires qui travaillent sur le tournoi. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là. Et évidemment, du qualitatif
et voilà, très très orienté sur notre sport, etc. Le monde du tennis change et évolue, donc ça se passe beaucoup de choses. On est les 4 grands chelems. On a annoncé récemment en fait qu'on renforçait notre collaboration, donc on crée une nouvelle marque qui s'appelle Grand Slam Tennis. Ça c'est quelque chose qui est fort aussi, de se dire nous Grand Chelem, on est indépendant de l'ATP, on est indépendant de la WTA, donc le tour masculin et féminin, et donc de dire qu'est-ce qu'on crée nous ensemble. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille et qui nous occupent énormément. Il y a une anticipation de questions assez fantastique, parce qu'effectivement j'allais parler de cette non mais c'est très bien, hein, mais du coup oui, cette nouvelle marque, comment ça se passe entre les 4 grands chelems, donc vous avez échangé dans l'objectif de faire cette marque. Il y a forcément aussi un objectif de gouvernance et de faire un poids aussi par rapport à l'ATP. Quel est l'enjeu derrière? C'est de dire nous on veut quand même être encore maître de notre destin d'un point de vue business et aussi de gouvernance par rapport à l'ATP et la WTA, ou c'est juste un enjeu business de se dire ok, on fait une nouvelle marque parce que on est la Ferrari du tennis? Alors déjà, juste pour te donner une idée un petit peu des répercussions, nous, les 4 grands chelems, en fait, on représente plus de 60% des revenus mondiaux du tennis. Donc, et sur les droits télé, on a beaucoup plus que 60% des revenus mondiaux. Donc, on a en fait une empreinte climatique qui est unique. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, les 4 grands chelems ont c'est colossal. Ouais, c'est colossal, ouais. Les 4 grands chelems ont toujours travaillé ensemble puisque sont indépendants donc de ATP et du WTA, et donc ont tout intérêt à avoir des règles communes, à avoir des manières de faire communes, puisque on est sur des tableaux de 128, on a plein de choses en commun, et pour le joueur, c'est des moments qui sont très importants dans l'année, donc on travaille moi toutes les semaines en fait avec les 3 autres directeurs généraux des grands chelems. On a une visio d'1 heure où on cale tous nos sujets, on travaille beaucoup ensemble. Et là on s'est dit il faut on a envie d'accélérer, on a envie d'avancer. C'est pas vraiment pour défendre, mais c'est plutôt pour emmener notre industrie. On est plus dans une volonté de se dire on a un vrai rôle à jouer, puisqu'aujourd'hui donc il y a les 4 grands chelems, il y a ATP WTA qui organisait tout. Et puis ensuite, il y a l'ITF qui va être plus en charge des jeunes et Davis et Billie Jean King Cup. Donc, on est dans un monde qui est très fragmenté du tennis, mais nous, les 4 grands chelems, quelque part, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer et qu'on peut faire évoluer le secteur du tennis. Donc, c'est ce qu'on fait régulièrement. Et oui, il y a une gouvernance, donc il y a les 4 directeurs généraux et les 4 présidents qui se voient régulièrement, et donc on travaille sur ces sujets-là. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités, ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.